Aujourd'hui, on est dans un pays, la France, qui est gangréné par la drogue. Je pense qu'on est peut-être le pays numéro un en Europe qui est gangréné par cette drogue. Quand j'ai parlé de narco-État semblable au Mexique, je ne pense pas avoir beaucoup exagéré. Est-ce que cette drogue, est-ce que c'est fait exprès de la part des pouvoirs publics de laisser en gros les dealers prospérer? Moi, j'habite Saint-Ouen et je les vois pas très loin du coup de chez moi. Est-ce que l'État s'est dit bon bah écoutez, le régalien de la sécurité, c'est pas trop grave, on va les laisser parce qu'au nom de la paix sociale, ou est-ce que en effet ces dealers sont devenus plus puissants que les États? Alors, je pense qu'ils sont tout bêtement submergés. Alors, je vais nuancer quand même vos propos. Moi, j'ai été au Mexique pour le boulot. Quand j'étais à la brigade des stupéfiants, justement, on n'est pas encore arrivé au niveau du Mexique, quand même. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de morts tous les ans au Mexique, qu'il y a une corruption qui est totale parmi les forces de l'ordre, partout. On n'en est pas là. Par contre, pour avoir été pendant un bon moment aux stupéfiants, il faut faire la généalogie des choses, remonter à très très loin. Dans les années 60, j'étais pas dans la police, je vous rassure, la consommation de drogue était très 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 marginale. À la fin des années 50, c'était très souvent d'anciens coloniaux ou des militaires qui revenaient d'Indochine, qui avaient consommé de l'opium. C'était vraiment des choses très très marginales. Pour vous dire, il a fallu attendre la loi du 31 décembre 1970 pour vraiment commencer à s'intéresser à ce phénomène qui tournait essentiellement autour du cannabis ou du hashish et qui était dans la mouvance, dans la comète des mouvements hippies américains. Pour vous dire qu'en 1970, 72, je crois, par là, moi j'étais pas encore dans la police, il n'y avait pas de brigade des stupéfiants en France. La première brigade des stupéfiants à Paris, c'était un petit groupe de la brigade mondaine. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La brigade mondaine s'occupait des cabarets, des boîtes de nuit, etc. Et donc, on avait créé un petit groupe, d'après ce que les anciens me racontaient. Et le nombre le fichier des toxicomanes parisiens, ça tenait dans une boîte à chaussures. Vous voyez, donc en l'espace de 50 ans, 60 ans, on peut prendre la mesure du phénomène. Alors, j'en veux énormément, moi personnellement, au monde du spectacle, aux saltimbanques qui ont été les grands propagateurs de cette dérive addictive. On en a encore avec l'affaire Pierre Palman, un vivant exemple. Mais souvenons-nous des Beatles qui chantaient Lucy in the Sky with a Diamond, LSD, et qui chantaient Sous-marin jaune. On a du mal à voir un sous-marin jaune, il faut quand même mettre le paquet. Et ça a l'air de rien, mais par ruissellement, petit à petit, ça a essaimé, c'est devenu un vice bourgeois qui s'est extraordinairement démocratisé. Alors, on a eu après la vague de l'héroïne, et c'est surtout très présente en France, parce que on a une culture un peu de désespérance, personne ne m'aime, etc. Donc on va plutôt vers des produits dépresseurs, plutôt que des produits stimulants comme la cocaïne, qui est arrivée, par contre, aujourd'hui, et qui a submergé le marché. Parce que les cartels andins se sont rendus compte que le marché américain était un petit peu saturé. Ils avaient plutôt maintenant des problèmes avec les opioïdes, et donc ils ont déplacé un petit peu tout ça, et aujourd'hui on envahit. Alors maintenant, il faut corréler cette submersion à une autre submersion qui est la submersion de l'immigration. Lorsque j'étais à la brigade des stupéfiants, si vous voulez, on va essayer de faire la généalogie pour que tous les téléspectateurs comprennent bien. Je vous ai parlé de la délinquance que moi j'ai connue, qui était très marginale, etc. À un moment donné, vous savez, c'est des commerçants, c'est des opportunistes, les délinquants. Ils vont là où il y a du pognon à se faire. Ils ont senti qu'il y avait du pognon à se faire avec la drogue. Souvenons-vous de l'affaire de la French Connection, etc., etc. Il n'y avait pas d'assez bons chimistes dans le triangle d'or, alors que nous on avait des chimies. Donc le chando, la morphine base arrivait sur nos territoires, on la transformait pour l'envoyer là-bas. Mais pareil, j'aime bien ce mot ruissellement, le fait que ça soit à Marseille, ça a fini par commencer à ruisseler autour de Marseille et puis un petit peu partout. Donc c'était la délinquance
qu'on avait l'habitude de connaître qui entraient dans le trafic de stupéfiants. La police, à l'époque, avait encore de bons moyens, qui avaient été des polices un peu à mon époque, qui étaient très intrusives dans le monde de la délinquance, qui avaient beaucoup d'informateurs, qui maîtrisaient bien tout ça. On arrivait encore à maîtriser. Vous voyez, on était encore pas trop mauvais. Qui plus est, le trafic de stupéfiants, lorsqu'il fallait après le revendre, il n'y avait pas de système de territoire. On allait au carrefour de Bussy à Paris, on allait dans la rue, ou alors c'était dans les boîtes de nuit, etc., etc. Et donc là encore, avec un tissu très très ténu relationnel policier, hein, essayer de comprendre à demi-mot ce que je veux dire, on arrivait à tenir tout ça. Et la délinquance traditionnelle avait encore peur. Les règlements de compte que l'on connaissait à l'époque, si vous voulez, que les truands de l'époque se réunissaient pour collecter des fonds, avoir le maximum de fonds pour acheter le maximum de drogue. Donc, on faisait une espèce de SCI, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, lorsque la drogue arrivait, s'il y en a un qui n'avait pas payé sa part ou qui avait oublié de payer, etc., il y avait des règlements de compte d'ordre pécuniaire. Vous voyez, c'était ça. Et puis, petit à petit, ça nous a échappé. C'est-à-dire que sous les bâches bleues des voitures qui revenaient de transhumance du Maroc au mois de septembre, il n'y avait pas que des dates, il y avait également beaucoup de cannabis, tout ça. Et tout ça s'est retrouvé dans nos cités qui elles-mêmes connaissaient un système de ghettoisation non pas comme ce quartier vénitien où on mettait les juifs d'un côté. Là, c'était une ghettoisation organisée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pousse les gens qui sont originaires de ces lieux et on prend leur place avec ces rites culturels, de commerce, etc. Et donc, en fin de compte, on se garantit un espèce de no man's land. Hein, on appelle ça, il y en a qui appellent ça des territoires perdus de la République. Mais en fin de compte, tout ça a été construit. Hein, tout ça s'est construit. Et donc, c'est devenu des citadelles impénétrables. Les espaces verts devenant des espèces de douves, hein, et les coursives des octrois. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu les réformes des inspecteurs, par exemple, ça aurait été impénétrable aussi. Je pense que de toute façon, ça aurait été extrêmement difficile. Vous voyez, il faut toujours s'intéresser à la généalogie, le temps long pour comprendre, sinon on ne comprendra pas. Donc, si vous voulez, la délinquance traditionnelle était écartée de tout ça, et une nouvelle délinquance, majoritairement quand même issue de l'immigration, s'est installée dans le trafic de stupéfiants. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.